Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 1er mars 2021 et comme chaque début de semaine, nous allons faire un point hebdomadaire. Nous allons parler, le sujet ce sera la Réserve fédérale américaine contre le marché obligataire. Un marché obligataire qui a beaucoup fait parler de lui la semaine dernière. C'est donc le thème majeur sur les marchés actuellement. Nous allons également parler des différentes données macroéconomiques qui vont très certainement impacter les marchés cette semaine. C'est principalement le marché du travail, hein. Il y aura le premier vendredi du mois, donc le rapport NFP, il y aura également le rapport ADP. Avant de débuter, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal. On peut commencer par les points clés qui dominent cette semaine. Tout d'abord, hein, il faut noter que les rendements obligataires restent au centre des préoccupations après une semaine très volatile, hein, qui a vu d'ailleurs un repli du gold, mais un repli également des indices, notamment des grandes valeurs de croissance comme les valeurs technologiques. À noter que les commandes de biens durables ont éclipsé les discours de Jérôme Powell, faisant passer ainsi le rendement à 10 ans à 1,55% vendredi matin. Et on va en parler justement de ces discours de Jérôme Powell qui avait un but précis, un but qui a été atteint en partie. Le rendement est tombé à 1,41% aujourd'hui après que l'intervention de la RBA ait fait chuter le rendement sur 10 ans de plus de 30 points de base. Et donc décision de la RBA ce soir également qui sera très attendue. On va voir pourquoi la Banque centrale australienne sera particulièrement attendu cette fois-ci. Nous avons également le métal jaune qui est tombé sous la barre des 1765 $. On a beaucoup parlé du gold dernièrement, on a parlé des supports à surveiller, on avait clairement souligné qu'un repli ne remettrait pas en cause la tendance de fond. Au contraire, cela pourrait être une opportunité pour les investisseurs de long terme. On a pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs japonais supérieur aux attentes, des données plutôt faible en provenance de Chine, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs les indices chinois de progresser. Et cette semaine sera marquée par les données du marché du travail, avec, nous l'avons dit, l'ADP mercredi et le rapport NFP vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Le focus de la semaine, la Réserve fédérale américaine contre les obligations, qui en sortira vainqueur, hein. Jérôme Powell a rempli, hein, a fait son job, hein, si je puis dire. Et effectivement, nous avions eu une hausse considérable des rendements. C'était clairement la préoccupation de la semaine dernière. Ça sera encore la préoccupation cette semaine. Cela a entraîné donc les valeurs technologiques en territoire négatif, mais d'autres secteurs en ont clairement profité. On le voit ici, le secteur financier, de l'énergie, de l'industrie, de l'immobilier également. Donc c'est un retour de l'économie réelle qui a profité de cette hausse des rendements et principalement les grandes valeurs de croissance dont les valeurs technologiques ont été impactées. C'était l'inverse, hein. On était dans une situation diamétralement opposée pendant les périodes de confinement. Et justement ces valeurs qui profitaient des confinements, des mesures de télétravail également, sont celles qui ont perdu le plus de terrain la semaine dernière. Et pourquoi ces rendements américains sont aussi importants que cela? Pourquoi les rendements américains augmentent? Il faut savoir que le marché s'attend de plus en plus à une accélération de l'inflation. C'est pour cela qu'on parle de plus en plus des anticipations d'inflation et que concernant la Réserve fédérale américaine, malgré un quantitative easing record et un volume très important de liquidités, le Trésor américain doit encore emprunter au moins 1000 milliards de dollars sur le marché. Il y a également cette couverture contre la convexité, on va en parler. L'augmentation des rendements entraîne un resserrement de la duration sur le marché des titres hypothécaires. Alors ces termes-là, hein, de convexité positive et négative, et les termes de duration on va essayer de faire la différence entre duration et maturité, nous allons en parler dans le prochain slide. Mais tout cela, pourquoi est-ce si important que cela? Il faut voir que nous avons eu une augmentation des rendements d'environ 0,55% jusqu'à 1,4%. 0,55%, c'était le plus bas de 2020. On a eu une réduction d'environ 20% du modèle d'évaluation des actions américaines. Et ces rendements-là sont très importants pour le marché des changes, mais on l'a vu également, très important pour le métal jaune, pour l'or. C'est ce qui explique le repli du gold, le repli que
que nous avons pu constater au cours de la semaine dernière. Donc les rendements, ça impacte d'autres marchés, c'est pour ça que nous allons insister dessus, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de mouvements la semaine dernière. Pour l'heure, il n'y a pas énormément d'impact sur le marché des changes, mais il faut savoir que à moyen terme, cela impacte fortement justement ce marché des changes. On va parler de la convexité négative notamment sur le marché hypothécaire. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans les explications concernant la convexité et son impact, on va parler de la duration. On va commencer par une explication qui n'est pas classique. La duration est la durée moyenne de remboursement d'une obligation. Par exemple, pour faire la différence entre une obligation à maturité 10 ans avec un coupon semestriel peut avoir une duration de 7,5 années. Alors, je vais essayer quand même d'aller plus loin. Ce qu'il faut savoir, hein, tout d'abord, c'est que lorsque les taux montent, les valorisations des obligations baissent et inversement lorsque les taux baissent. Et donc la hausse des taux d'intérêt rend une obligation émise moins attractive parce que son rendement va passer en dessous, du taux du marché. Inversement, une baisse des taux va augmenter sa valorisation. Alors, pour déterminer la sensibilité d'une obligation, il y a un calcul mathématique qui va intégrer justement le fait que plus les paiements s'étalent, les paiements, c'est-à-dire les coupons plus les remboursements du principal, plus ces derniers s'étalent dans le temps et plus ils sont exposés, ça c'est très important, au risque de taux d'intérêt. Donc concrètement, plus la duration est longue, et plus on aura une certaine vulnérabilité aux mouvements de taux. Alors à partir de là, quelle est la différence entre la maturité et la duration? La maturité, elle exprime la durée de vie globale d'une obligation. Le 10 ans américain, c'est 10 ans par exemple. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. La duration n'est pas égale à la maturité. Il y a un seul cas particulier, ce sont les obligations à zéro coupon. Car contrairement aux obligations classiques, elles ne génèrent pas de revenus, donc pas de coupons durant leur durée de vie. C'est dans ce cas-là, c'est le seul cas où on aura donc une duration qui est égale à la maturité. Et donc la duration d'une obligue correspond à un nombre d'années à l'issue desquelles la rentabilité d'une obligation n'est plus impactée par une variation des taux d'intérêt. Et donc son objectif de la duration, c'est de représenter la sensibilité au taux d'intérêt. Et avec, pour rentrer un plus dans le détail, c'est la durée de vie moyenne de flux financiers d'une obligation pondérée par la valeur actualisée de ces flux. Alors j'espère que ça vous permet d'y voir, pour ceux qui ne connaissaient pas trop ce marché obligataire, d'y voir un peu plus clair et de pouvoir faire la distinction justement entre la duration et la maturité. C'est pour cela que pour une obligation à 10 ans, on peut avoir une duration inférieure à 10 ans, qui n'est pas égale à 10 ans, parce qu'on va avoir un coupon semestriel, ce n'est pas un zéro coupon, et donc on aura une duration qui est inférieure. Donc, et concrètement, la convexité positive, c'est lorsque le prix de l'obligation augmente plus rapidement lorsque les rendements baissent. C'est généralement le cas et ça se détermine par un simple calcul. Et on a toutefois une relation qui est inversée. On a donc une relation inversée pour les titres adossés à des créances hypothécaires. Dans ce cas-là, le roulement de la dette en période de baisse des taux d'intérêt plafonne les hausses de prix de ces obligations. Et donc dans ce cas-là, le prix de ces obligations chute plus rapidement lorsque les rendements augmentent et que les investisseurs institutionnels tentent de raccourcir la duration. Et donc en bref, hein, ces actions-là vont exercer une pression supplémentaire sur les rendements pour qu'ils augmentent. Voilà concernant cette convexité négative. Il faut savoir tout de même qu'il y a très peu de titres adossés à des créances hypothécaires sur le marché, grâce notamment au quantitative easing. Et donc, il doit y avoir une autre explication justement à cette hausse des rendements. Et à noter que selon JP Morgan, 60% de MBS est détenu par les institutions qui ne se couvrent pas. Et donc, concrètement, il y a donc une autre explication à l'augmentation des rendements. Donc voilà pour cette petite partie théorique, hein, concernant le marché obligataire, la duration et la convexité. On revient maintenant à Jérôme Powell, hein, qui a témoigné pendant 2 jours devant le Sénat.
Et donc Powell a réussi justement à maintenir cet, appétit pour le risque, sur les marchés lors de son témoignage. Alors il a déclaré et on le voit ici, hein, graphiquement, on retrouvera les effets Powell, hein, ici sur, le S&P 500. Cela a entraîné une hausse, immédiate, hein. Il fait son job, il remplit, son mandat et donc il réussit à garder le marché, haussier. Il a déclaré que les taux d'intérêt ne seront pas augmenter tant que le plein emploi ne sera pas atteint et que l'inflation ne dépassera pas l'objectif de 2%, je vous le rappelle, pendant un certain temps. Il a ajouté également que l'inflation pourrait ne pas atteindre son objectif avant 3 ans. Alors, la question qu'on se pose, et c'est pour ça que cette semaine sera capitale, qu'est-ce qui va se passer si le marché du travail stagne et que l'inflation dépasse justement l'objectif avant, ces 3 ans? C'est un scénario tout à fait possible, mais la Fed, semble refuser, ne veut pas aborder cela, ne veut pas l'envisager, pour le moment. Donc voilà concernant, justement ces témoignages de Jérôme Powell et ce qu'on peut en tirer. C'est un message qui a bien été reçu par les marchés, hein. Dans la foulée, nous avons tous les indices qui ont, progressé à la hausse alors qu'on assistait à un petit, sell-off, notamment sur, le Nasdaq. Nous l'avons dit car il est composé de grandes valeurs de croissance, notamment des valeurs, technologiques. Mais plusieurs autres valeurs étaient également, impactées. Et donc les marchés, Jérôme Powell a réussi à remettre sur les rails, remettre, sur, le chemin de la hausse, les marchés, boursiers. Cependant, il faut garder en tête que ce marché de la dette en dit long et il y en a qui en a payé les frais, c'est le gold. Jérôme Powell arrive à maintenir les marchés actions, les indices boursiers, à la hausse. Le marché de la dette, quant à lui, n'a connu qu'une hausse, temporaire, hein. Il faut à noter que les rendements se sont à nouveau redressés, par la suite. L'impact, de la hausse des rendements qui a été limité, hein, jusqu'à présent, a été, clairement visible sur le gold, un gold qui est passé en dessous, donc d'un support, très important. Les devises, principalement les devises, hein, ne s'en sont pas souciées. Les indices se sont quelque peu, repliés. Alors pour le moment, la réserve fédérale américaine est sur la corde raide, car une politique accommodante pourrait aider, à maintenir un marché haussier tant que l'inflation n'augmente pas. Si on constate une reprise de l'inflation, ce serait catastrophique pour la réserve fédérale américaine, car c'est sa crédibilité qui serait, directement, frappée. On pourrait donc assister à une réaction de la réserve fédérale américaine, une réaction, de panique. Et donc ici, sur le graphique de droite, on le voit, hein, le gold est passé, sous la barre des 1 765 dollars avec, donc, des rendements qui était également, sous pression. Mais ça fait déjà, depuis la semaine dernière, hein, que les rendements, depuis fin d'il y a 2 semaines, que les rendements exercent une pression sur le métal jaune. Il faut savoir que ces rendements sont également très importants pour les actions. On atteste ici, ce graphique de droite. On voit les rendements à 10 ans, américains, et donc des rendements, plus élevés, entraînent des évaluations, concernant les actions américaines plus faibles. Et on le voit ici, hein, d'un point de vue, historique, ces hausses, du rendement, qui se sont accompagnées donc d'une hausse du ratio cours-bénéfice, le P sur E, cela a entraîné les cracks boursiers de 1987 et de, 2000. Nous en sommes là à présent, une, configuration qui semble similaire à ces 2 derniers, événements. Donc la prudence est clairement de mise, hein. C'est un, gros signal, qui nous pousse à la prudence sur le marché actions, sur le marché de l'or, mais également sur le marché des changes. On va voir comment l'interpréter par rapport, au marché des changes. Et effectivement, le graphique de gauche nous montre que les obligations ont été extrêmement, survendues et donc une normalisation, hein, été tout à fait, naturelle, hein. Ce n'est pas exceptionnel ce que nous avons pu, constater la semaine dernière. Alors à présent, on va justement s'intéresser au marché des changes et les rendements vont encore nous intéresser. C'est vraiment le thème, de cette vidéo, de ce point, hebdomadaire et on va s'intéresser notamment au biais vert. Pourquoi le biais vert est-il à la traîne? On commence par l'USDN, car lorsqu'il y a une augmentation des taux, d'intérêt, relatifs, cela soutient une des 2 monnaies en particulier. On peut le voir sur l'USDN ici, on va s'intéresser sur la partie supérieure de ce graphique. On a en blanc les rendements américains et on retrouvera ici en jaune, les rendements, japonais.
Et ce que l'on peut, constater, c'est que les rendements américains augmentent plus rapidement. On les voit en blanc, ils augmentent plus rapidement que les rendements, japonais. Cela entraîne donc un taux de change à la hausse. C'est ce que l'on retrouve, en violet et on retrouve justement le spread, en jaune. Donc le fait que les rendements américains augmentent plus rapidement que les rendements japonais entraîne donc, une augmentation du spread, de l'écart que l'on retrouve ici en vert, hein. C'est le spread entre les 10 ans et cela va entraîner le taux de change à la hausse. Donc le voilà le lien justement entre les rendements, l'impact qu'ont les rendements sur le marché des changes. Donc on le disait, les rendements qui, ont un impact, sur l'or, sur le marché des changes, mais également sur les indices. Il y a plusieurs cas particuliers, mais il y a un cas qui est, différent, celui de l'euro-dollar. Concernant l'euro-dollar, pour la zone euro, on prend habituellement le 10 ans, allemand que l'on va retrouver en jaune ici. On retrouve à nouveau le 10 ans américain, en blanc. On voit que, les rendements allemands, augmentent, heu, les rendements américains également augmentent, et il faut savoir tout de même que les rendements allemands restent en territoire négatif, hein. On le voit ici, dans l'axe désordonné, nous sommes toujours, sous zéro. L'euro-dollar quant à lui, que l'on retrouve, ici en rose, va dans la direction opposée par rapport justement à ce spread. Ce cas particulier est dû au fait que justement les rendements allemands sont en territoire négatif. C'est pour cela qu'on n'a pas eu le même comportement, ici qu'avec, l'USDN. On n'a pas eu le même comportement concernant le spread. On le voit ici, le spread entre les 10 ans, pour le cas de l'USDN, donc entre le 10 ans américain et le 10 ans japonais, le spread part à la hausse, le taux de change USDN part à la hausse. Ici, le comportement est totalement différent. On a effectivement des rendements qui vont, dans le même sens concernant le 10 ans américain et le 10 ans allemand, mais un 10 ans allemand qui est en dessous de zéro, en territoire négatif, et on va voir donc, un spread qui va baisser et un taux de change euro-dollar qui part à la hausse. Donc voilà la différence justement entre l'USDN et l'euro-dollar, et donc on va essayer de répondre pourquoi l'euro-dollar est à la traîne. Il y a une idée bien sûr de ce il y a un grand rôle qui est joué par, le billet vert, un billet vert qui reste cher, et un billet vert qui s'échange au-dessus de la moyenne de 20 ans. Il est sur un sommet. La moyenne de 20 ans est matérialisée par cette ligne, à l'horizontale. Et donc, la crainte des marchés actuellement, c'est que la réserve fédérale américaine ne réagisse pas à la hausse des rendements américains, hem et donc cela, et que la hausse, des rendements, pardon, soit compensée, par une hausse inflationniste. Il y a, également, hein, d'autres raisons. Il faut savoir que les shorts USD, shorts billets verts sont très courants, hein, chez les institutionnels, et ces derniers pourraient vouloir en tirer profit, et ils ne capituleront pas à moins qu'il y ait un véritable déclencheur, qui apparaisse très prochainement. Il faut le garder en tête que ce short, billet vert est un trade vraiment très répandu chez les instituts, et donc si l'augmentation des rendements américains n'est pas suffisante, une correction sur les marchés des actions pourrait être nécessaire. Donc ce que nous avons vu, la semaine dernière pourrait être, ce n'est 3 fois rien avec ce qui pourrait arriver, très prochainement. Un cas particulier, on va même voir 2 cas particuliers, NZD, USD et le câble, on va voir le GBP USD. Ici, ce que l'on voit, c'est que nous avons donc un taux de change qui augmente, plus lentement, que l'écart des rendements, hein. C'est le même, c'est le même raisonnement que précédemment, hein. On retrouve, le spread ici, on trouve les 2 différents, rendements. Comment on l'explique? C'est simplement la récente décision, du gouvernement néo-zélandais qui a donc, demandé à la RBNZ, d'élargir son mandat afin d'inclure l'impact de la politique sur le marché du logement. On en a parlé la semaine dernière, on voit le marché du logement qui est, en plein boom, et donc la RBNZ qui va ajouter le marché du logement, à sa politique. La RBNZ donc, est la première à faire à annoncer ce genre de mesures, et elle pourrait donc, pousser d'autres banques centrales à raisonner de même. Alors, à noter que le NZD pardon, n'est pas bon marché, mais ce changement pourrait attirer des flux de capitaux supplémentaires sur ce marché qui est restreint. C'est un marché qui est beaucoup plus restreint que le dollar américain, mais à noter tout de même que le NZD est fortement corrélé au marché boursier, donc la correction sur le marché des actions pourrait déclencher un recul temporaire,
du kiwi. Donc le risque est à ce niveau-là. En cas de poursuite du repli du marché action, cela pourrait impacter le NZD. Second cas particulier, le GBP USD. On retrouve également les mêmes graphiques avec les 10 ans en haut, on retrouve le spread en bas et le taux de change GBP USD en rose. C'est un second donc cas particulier. Nous en avons parlé après la décision de la BOE. On peut voir que le spread augmente également moins vite que le taux de change. En tout cas, il ne diminue pas comme c'est le cas pour l'euro-dollar. Et on pourrait voir assister à des ouvertures de position qui seraient favorisées justement par la réouverture plus rapide de l'économie britannique suite à la baisse de la propagation du coronavirus. À noter également que la livre sterling, on voit sur le graphique de droite, reste bon marché dans une perspective de long terme. Et donc nous avons un GBP qui est suracheté, mais qui a encore du potentiel, un potentiel qui a été donc mis en avant notamment la semaine dernière et le câble GBP-USD pourrait donc poursuivre sur cette lancée, sur cette tendance haussière. Donc voilà pour le second cas particulier. Après le NZD-USD, nous avons vu le GBP-USD, ce qui nous permet de mieux maîtriser justement cet impact des rendements en prenant simplement les rendements à 10 ans pour chaque pays selon la paire de devises. On garde en tête que pour l'euro-dollar, on va prendre le 10 ans allemand et ce raisonnement permet justement de comprendre l'impact des rendements, notamment des 10 ans sur les taux de change. On passe à présent sur le calendrier hebdomadaire avec tout d'abord les données sur le marché du travail. Ce sera vraiment le thème majeur de cette semaine avec le rapport de l'ADP qui sera publié mercredi et le NFP. Il faut savoir que si l'on a de bonnes données, cela pourrait pousser la Réserve fédérale américaine à commencer à aborder une réduction progressive des émissions obligataires, ce qui pourrait soutenir à nouveau les rendements à 10 ans aux États-Unis. Et donc, soutenir le biais vert et exercer donc encore une pression sur les métaux précieux, notamment sur le gold. Ce qui est inquiétant concernant le NFP, on le voit ici à droite, c'est que la croissance s'est arrêtée bien avant le pic d'avant la pandémie. Non, alors excusez-moi, c'est ouais, voilà, donc c'est bien cela concernant le NFP. Donc prudence, le marché du travail sera très important, très suivi cette semaine hein, pour ces raisons. Si on a des données solides notamment, on pourrait assister à une explosion des rendements. Je vous rappelle d'ailleurs ce qui avait fait exploser les rendements. Entre autres, hein, c'était des données macroéconomiques supérieures aux attentes, notamment les ventes au détail. On s'attendait à une hausse des ventes au détail dans quelques mois et celle-ci a été prématurée et ça avait été l'un des ingrédients de cette hausse des rendements à 10 ans. On passe à présent aux indices ISM, l'industrie manufacturière, l'industrie des services. Ça va être également très suivi. De par justement les craintes inflationnistes, on va se pencher sur les sous-indices de coûts. On avait parlé justement de ces coûts des entreprises qui vont se répercuter. On en a parlé d'ailleurs lors du point hebdo de la semaine dernière, les entreprises qui vont répercuter la hausse de leurs coûts sur les consommateurs et ce qui avait nourri également les craintes inflationnistes. Et on va parler enfin de la RBA avec cette hausse hein, des rendements obligataires qui met la pression sur la RBA. On va prendre connaissance de sa décision sur ses taux d'intérêt. Sa réaction à la hausse des rendements obligataires sera très attendue. Hein. Il faut savoir que cette hausse des rendements obligataires en Australie a été plus importante qu'aux États-Unis, que la RBA n'a pas réussi à contenir la hausse des rendements obligataires et le renforcement de l'OSI du dollar australien et ce malgré les achats agressifs d'obligations à hauteur de 3 milliards de dollars qui ont été effectués jeudi, encore une fois ce matin dans la matinée, mais qui ont eu beaucoup plus d'effet cette fois-ci. Alors à noter que les rendements des obligations d'État à 10 ans ont augmenté ont augmenté là-bas à 1,92%. C'est un rendement qui a doublé depuis que la RBA a officiellement dévoilé son programme d'assouplissement quantitatif. Mais les rendements sont revenus aujourd'hui aux alentours de 1,6%. Donc mission accomplie très tôt ce matin pour la RBA. Et donc cette décision de la RBA serait également une indication de l'approche adoptée par les banques centrales pour lutter contre la hausse des rendements obligataires. Un peu comme dans les années 90, la RBA pourrait être un précurseur.
Et voilà, donc sur ce, nous allons mettre un terme à cette vidéo hebdomadaire. Nous avons fait un gros focus sur les rendements, étant donné que c'est clairement le thème sur les marchés depuis plus d'une dizaine de jours. C'est ce qui permet d'expliquer en grande partie un certain mouvement, que ce soit concernant le Nasdaq, concernant l'or, ce qui donc nous permet également d'anticiper certains mouvements sur le marché d'échange. Je vous remercie donc pour votre temps, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain suivi de marché, pour le prochain Good Morning Market. Et bien entendu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire, hein, si ce n'était pas suffisamment clair, que ce soit concernant la duration ou concernant cette convexité négative, hein. Je sais que c'est un petit peu technique, mais c'est toujours intéressant de le comprendre pour comprendre, hein, comment cela impacte les différents marchés. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de séance de trading et je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.